Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans cette édition spéciale. Nous sommes avec Jean-Claude Dacier, maître Goldnadel. Nous ont rejoint le docteur Jean-Paul Hamon. Bonjour, docteur. Vous sortez ce livre « Qui veut la peau de nos généralistes ?» C'est un sujet dans le sujet. C'est une crise dans la crise, évidemment. On va l'évoquer avec vous ce soir. Docteur Hamon, on voit que c'est compliqué, la mise en place de ce confinement, que les commerçants ont peur, que les soignants sont épuisés, sans doute aussi découragés. Mais vous nous dites ce soir que c'est inévitable, le confinement. Il faut y aller. On va voir dans un instant les détails. J'ai un conflit d'intérêt. C'est pas le moment de fermer les librairies au moment où je sors un bouquin. Absolument. Donc on laisse les librairies ouvertes. C'est la bonne nouvelle. Absolument. Non, mais oui, non, je pense que là, on a tous été surpris. On a vu que depuis le mois de septembre, on savait que ça allait redémarrer, que le virus circulait en été, qu'il attendait qu'une occasion pour nous sauter dessus. Vous avez vu le bar de Quiberon. Le type, il transforme son bar en boîte de nuit. 3 personnes asymptomatiques. Ça devient 54 cas. Donc le virus était là, il était présent. Et donc, avec la reprise du transport, des écoles, du travail, on savait que ça allait redémarrer. Et ça redémarrait, mais ça redémarrait sur un espèce de faux plat montant. Ça montait, on se disait, bon, on ne tiendra pas 6 mois comme ça, mais on se disait, ça montait. Et là, tout d'un coup, en 8 jours, paf, la courbe s'est cassée et on est à la courbe exponentielle. Donc là, il faut prendre des mesures pour vraiment casser cette contamination. Donc, incontestablement, il faut faire quelque chose et en même temps, il ne faut pas briser l'économie parce que là, le pays ne va pas redémarrer. Donc, les écoles, oui, les cantines dans les entreprises, c'est fini, hein, parce qu'on voit bien ce qui s'est passé. Là, mes collègues, des collègues hein, qui ont déjeuné ensemble, 4 personnes qui déjeunent ensemble dans un restaurant avec une table où ils étaient à 60-80 cm les uns des autres, sur une personne qui était positive et qui ne le savait pas, il a contaminé 3 de ses collègues. Et là, l'exemple que j'ai cité aussi, d'une famille qui s'est réunie à 7 personnes, ils n'ont pas fait la fête, ils ne se sont pas embrassés, ils ont respecté les distances, ils ont appris le lendemain qu'il y avait une personne qui était positive, il y en a 6 sur 7 qui ont gagné. Donc, si vous voulez, la contamination en lieu clos, elle se fait. Et comme on voit le taux de lits de réanimation en Ile-de-France qui était de 800 mardi dernier, 1000 dimanche, et qu'on sait qu'il nous reste que 300 ou 400 places de lits de réanimation en Ile-de-France, on se dit que bon, le 13 novembre, ça va être plein si ça continue comme ça. Donc, il faut incontestablement prendre des mesures, casser ça, et puis... C'est pour ça qu'il est dangereux aujourd'hui de parler de reconfinement. Parce que dans l'imaginaire collectif, le confinement, c'est la fermeture totale de l'activité sociale en France. Et en tout cas, j'espère que, je ne sais pas s'il existe un autre mot, je ne sais pas, il faut peut-être parler de cantonnement, je ne sais pas quel mot il faut utiliser, mais en tout cas, il ne faut pas retomber dans le piège de dire ça va être un confinement allégé. Ça, c'est certainement quelque chose qui vise surtout à préserver, ce que vous expliquiez tout à l'heure, docteur, le mélange entre garder les activités humaines en fonctionnement. Alors, l'idée, c'est d'éviter la concentration. Donc, j'allais dire par rapport à ce que j'ai entendu, et je n'ai pas d'informations ce soir, mais je ferais l'inverse. Je garderais les petits commerces ouverts et je fermerais les grandes surfaces. Et ça serait plutôt la logique de dire, ce qu'on veut éviter, c'est des grandes conconcentrations. Le samedi où on va se battre dans les grandes surfaces pour attraper au vol plein de choses. Non, mais s'il y avait un choix à faire, c'est plutôt un choix où on essaye de maîtriser le plus possible le flux. Je ne sais pas si j'ai raison, je n'ai pas d'informations. Mais... Non, mais c'est clair. Moi, j'étais au marché de Clamart ce matin. C'est un marché qui est ouvert, c'est aéré. Ça risque rien, il faut les laisser ouverts, les marchés. Non, mais ça, non, mais les marchés pareil ouverts, pour les parcs et jardins. Mais oui, pareil. Qui ne recommencent pas à fermer les forêts, les plages, les parcs, tout ça, faut que les gens, faut s'installer dans la durée, hein, parce que oui, c'est ça. Avant, quand on était février-mars, on disait bon, le printemps arrive, ça va être l'été, ça va tenir. Mais là, on est parti pour 5-6 mois. 5-6 mois, donc il faut que les mesures soient acceptées, parce qu'elles doivent durer 5 à 6 mois. Mais si, il faut vous mettre ça dans la tête, les gars.
quand même. Il faut avoir un double discours. Il faut avoir un discours il faut casser cette vague et il faut donner des perspectives en disant on va finir par s'en sortir. Parce que effectivement, si on n'a qu'un discours désespéré, on va alors, docteur Hamon. Non, mais moi je pense qu'il faut faire l'assaut de Bercy. Et puis il faut se dire qu'il faut lancer la planche à billets parce que si on n'indemnise pas les gens. Non mais attendez. Non mais attendez. Non mais attendez, elle est bien travaillée. Mais moi les gens qui sont déjà au chômage, qui ont été licenciés économiquement, j'en vois dans mon cabinet, moi. Et on voit bien que les gens, ça va continuer à souffrir. Il y a des restaurants qui sont restés ouverts, qui ne pourront pas rester ouverts. Il y a des bars qui vont fermer et qui ne rouvriront pas. Donc, si vous voulez, la planche à billets, coûte que coûte. Sinon, c'est ce que Marty disait tout à l'heure. Sinon, il suffit pas d'être grand clair. Il y aura des émeutes. C'est ce que mon camarade Marty disait tout à l'heure. On indemnise, ça va, et c'est à fond perdu. C'est juste qu'on se pose la question de est-ce que Emmanuel Macron a sous-estimé le virus ? Parce que si on reprend les discours, que ce soit du 14 juillet ou le discours du 14 octobre, il y avait quand même un ton très rassurant. Nous avons appris de la première vague. Alors, est-ce qu'on a vraiment appris de la première vague ? Est-ce que nous sommes vraiment prêts ? Est-ce que nous n'allons pas avoir un nouveau reconfinement ? Est-ce que tout ce que nous a dit le président de la République est battu en brèche par la réalité de ce virus, Bruno ? Donc ça veut dire qu'un chef d'État, il a un prisme complexe et il doit prendre tous ses avis et prendre une décision. Moi, je ne crois pas qu'il ait mal géré les informations qu'il avait à ce moment-là. On les prend, les nouvelles, les unes derrière les autres. Et en tout cas, en ce qui concerne en tout cas les équipements et la connaissance de la maladie, je crois qu'on a quand même progressé. On a progressé, mais visiblement, là, on s'est piégé par le redémarrage du virus qu'on n'avait pas prévu. Alors, c'est vrai qu'il y a l'hiver, c'est vrai que les gens modifient leur mode de vie, et ils vivent moins confinés, ils n'aèrent pas assez les fenêtres. Je peux vous dire que si vous venez en consultation chez moi, il va falloir vous munir d'un manteau, d'un bonnet et des gants, parce que j'en sors, j'y retourne pas. La salle d'attente est grande ouverte, pas un rhume, quoi. Et on aère régulièrement. Non, mais c'est ça, il faut être équipé, parce que je peux vous dire qu'on aère, et c'est vrai que c'est aussi un message qu'il faut dire aux Français. Il faut aérer leurs pièces, même si on est en hiver. Mais ceci étant, quand même, là, moi, je peux pas résister. Quand j'entends parler de Salomon qui est encore là, il y a un petit parfum de nostalgie. Ça nous rappelle le mois de mars. Il est directeur général de la santé, docteur Hamon. Que Jérôme Salomon soit encore là, alors que c'est lui qui a géré les masques, c'est lui qui devait gérer les tests, et qu'au mois de septembre, il n'y avait pas assez de tests, qu'on attendait 8 jours pour faire des tests, etc., et que c'était l'essentiel. Que ce type-là soit encore là, mais je me dis... Mais qu'on n'a plus de vaccins contre la grippe. Ils sont inoxydables. Ils sont inoxydables. C'est intouchable. Il y a un moment, quand même, il faut prendre des décisions. Pris dans cette crise, et je ne risque pas d'être démenti, Lee Kervasdoué, ancien directeur général de la santé. La galaxie sanitaire dans ce pays est un foutoir administratif ingérable. Et je ne crains pas d'être démenti. Faites l'effort de lire. Vous vous rendrez compte à quel point cette galaxie de la santé est devenue folle. Des institutions, il y en a partout. Des présidents, il y en a partout. Il y en a qui ont des décisions à prendre, mais qui n'ont pas l'argent qui correspond. C'est un foutoir administratif qui est une honte pour ce pays. Il y a aussi du docteur Hamon. Il y a un chapitre spécial là-dedans. Je peux vous dire que le 6 mars, je ne l'avais même pas remarqué, le 6 mars, il y a des gens qui ont pondu un arrêté, parce qu'ils ne s'effrayent pas de la désertification médicale qui s'installe. Eh bien, il y a des gens qui trouvent des solutions. Le 6 mars, il y a eu un arrêté permettant aux infirmières et aux pharmaciens d'apprendre à palper les fosses lombaires dans le cadre des infections urinaires. Après une formation, accrochez-vous, de 4 heures. Il y a un mec qui a écrit ça. C'est-à-dire que maintenant, là, il y a des types au ministère qui pensent qu'on peut faire la médecine en 10 jours. Vous apprenez à palper les lombaires en 4 heures, vous apprenez à regarder une gorge en 3 heures, à écouter un cœur en 4 heures, à écouter un poumon, aller en 3-4 heures. C'est la médecine en 10 jours. Donc voilà les gens qui sont dans les 6 étages en dessous du ministère et qui prennent des arrêtés de ce type-là. Si vous voulez, quand vous voyez ça, ces gens-là ne s'effrayent pas de la désertification médicale qui s'étend. Ils pensent que le médecin peut être remplacé. Cette crise aura au moins ce mérite, cher docteur, au moins ce mérite de nous permettre de nous rendre compte dans quel état on est dans la santé. Et hélas, il n'y a pas que la santé. Jean-Claude, on nous demande de croire pour prendre avis comptant tout ce que vont nous dire les autorités de la santé, et on nous dit que ce sont des incapables. Vous nous dites que c'est moi je ne dis rien d'autre que indébrouillable. La vérité, il faut qu'on croie qui là. Ils sont pas. Non mais on peut pas. Bruno Bonnell et après caricaturer toutes les actions de médecins passionnés et qui sont engagés aujourd'hui et qui se battent et qui savent. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est
c'est que sur le plan administratif, il y a peut-être des ratés. En plus, c'est très inégal en France. Par exemple, l'ARS sur le territoire de la région Auvergne-Rhône-Alpes fonctionne plutôt très bien. Enfin. Peut-être qu'ailleurs, j'ai entendu des gens qui disaient que ça marchait moins bien. Non, je fais mon métier de député qui passe 2 jours par semaine avec le préfet, le directeur de l'ARS et compagnie, à essayer de voir comment on peut aménager les choses en territoire. Et bravo. Et donc, ça fait partie de nos fonctions. Mais au-delà de ça, aujourd'hui, qu'on fasse ce diagnostic et qu'on essaie de trouver des solutions, c'est une partie du problème. Mais là, dans l'urgence qui nous intéresse aujourd'hui, il faut surtout qu'on fasse une union nationale derrière nos soignants pour que nos malades s'en sortent. Mais une grande réforme sera indispensable. C'est ça le sujet. On est d'accord pour faire l'union nationale, mais... Pas tous. Mais je vous le dis parce que justement, on voit bien qu'on a une opposition qui faut se l'ARS Rhône-Alpes, effectivement, elle a eu un rôle important et une bonne collaboration avec les unions régionales des médecins. Mais même au début de la crise, souvenez-vous, au moment des contamines, quand on est allé au ministère, le type qui était à la tête de Santé publique France, il a remercié le SAMU de s'être organisé, d'avoir récupéré les gens, etc., d'avoir transporté les gens dans les hôpitaux de référence, etc. Il a remercié donc le SAMU, les hôpitaux, etc. Pas un mot. Pas un mot. Pour les médecins libéraux qui, apprenant qu'il y avait un cluster, s'étaient organisés, avaient prévenu les urgences en disant écoutez, on ouvre une ligne spéciale, on va prendre les urgences pour soulager l'hôpital parce qu'on pensait que ça allait flamber. Pas un mot. Et là, si vous voulez, nous, dans cette crise, on a été ignorés, on n'a pas eu de masque. À chaque fois qu'il y avait une conférence de presse, on remerciait les hospitaliers, machin, etc. Pas un mot sur les libéraux qui avaient eu 51 morts, 5000 mecs contaminés, etc. Là, et attendez, en plein mois de mars, en mois d'avril, la Direction générale de la santé osait publier un texte disant que les fameux masques FFP2, les généralistes qui avaient quand même bien trinqué pendant la crise, n'étaient pas prioritaires. Il y a un moment où ces gens-là, ils pensent que les généralistes sont des bons à rien. Ce mépris du privé, il est inhérent au mal français. Ça, on sait bien, mais si je peux me permettre. Alors attends, finissez, docteur Ramon, et je vous passe la parole. Sur les libéraux, les anesthésistes libéraux, ceux qui ont permis au système de tenir, il n'y avait pas de prime qui était prévue pour eux. Et il a fallu qu'ils râlent pour obtenir ces fameuses primes. Et pire, les cliniques privées qui ont été fermées à cause du plan blanc, les chirurgiens qui n'opéraient plus, qui se sont transformés en brancardiers, qui sont transformés en aides-soignants pour soigner les gens du Covid, etc., il n'a été prévu aucune indemnisation pour des types qui n'ont pas bossé pendant 2 mois. On les indemnisait à hauteur de 10% de leur activité. Donc, si vous voulez, ça c'est le mépris de la médecine libérale, de la médecine de proximité. Et quand vous voyez le PLFSS, là, le PLFSS, vous avez Thomas Mesnier qui signe, qui met un tweet en disant c'est formidable, on a mis 27 milliards sur l'hôpital. Mais sur la ville, que dalle! Donc, si vous voulez, si le système de santé ne marche pas sur ses 2 jambes, si on n'a pas une ville qui est efficace, qui permet d'éviter les hospitalisations, de raccourcir les hospitalisations, l'hôpital ne tiendra pas. Et je ne sais pas ce qu'il faut leur dire pour qu'ils comprennent ça.